Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zenicast, le podcast made by Zenica. Alors, je suis bien content de vous retrouver pour attaquer cette nouvelle saison, la saison numéro 3. Et en plus, on va parler d'un sujet que j'apprécie et qui est d'actualité. Et ce n'est pas de l'IA. Nous sommes en fait en fin septembre. Dans quelques jours commence bien sûr le mois d'octobre. Et pendant le mois d'octobre, il y a un événement mondial qui tourne autour de l'open source qui est l'Hacktoberfest. Alors aujourd'hui, pour parler de ce sujet avec moi, j'ai la chance d'accueillir plusieurs personnes, dont Benjamin. Salut Benjamin. Bonjour, donc je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Benjamin Cavy. Je travaille à la Maïf depuis 2018 et depuis 3 ans, j'ai la chance de travailler dans le service qui s'occupe de l'édition de certains produits open source de la Maïf. Donc Autoroshi, Zenami, etc. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Exactement, merci Benjamin. Eh bien, on a un deuxième Benjamin. Salut Benjamin. Salut, donc ouais, Benjamin, pareil, je suis chez Zenica donc depuis 2-3 ans, sur du développement et puis bah, je fais pas mal d'open source aussi de mon côté en perso. Top, eh bien, merci Benjamin. Nous avons aussi Théophile. Salut Théophile. Salut Jean-Phi, du coup Théophile, consultant data chez Zenica aussi, et je commence à mettre un pied dans l'open source depuis peu. Top, eh bien, merci Théophile. Et pour finir, nous avons Guillaume. Salut Guillaume. Hello, et du coup, Guillaume Lefloc, je travaille aussi chez Zenica depuis 6 ans et demi. Je suis basé à Niort et je fais pas mal d'open source sur mon temps perso. Top, bah, merci Guillaume. Et moi, pour me présenter rapidement, Jean-Philippe, je suis consultant Zenica à Nantes aussi depuis 4 ans, plus de 4 ans maintenant, et dans l'open source depuis quasi 10 ans, il me semble. Donc là, maintenant, on va parler de ça. Et vous, d'ailleurs, en termes d'expérience, ça fait combien d'années d'expérience que vous êtes dans l'open source? Benjamin, par exemple, Kevin. Du coup, moi, ça fait 3 ans que c'est vraiment mon travail de faire du développement open source. Enfin, c'est mon activité principale à la Maïf. Et bah, après, j'ai eu quelques expériences précédentes, bon, un peu comme tout le monde, je pense, mais de petites libs qui marchaient pas tout à fait comme je voulais, ou de choses comme ça, quoi. Mais c'était beaucoup plus léger. Et toi, Benjamin, bonjour. Moi ça va être, alors je dirais 2-3 ans où je m'y investis un peu plus, où je m'y intéresse vraiment. Mais je pense que j'avais déjà commencé à mettre un pied dedans pendant l'école, pendant mes études où ouais, je testais quelques projets, je répondais à des issues, mais j'étais pas vraiment autant investi que les 3 dernières années. Ok, toi, Théophile, c'est tout récent ce que tu viens de dire en introduction. Ouais, je publiais déjà des choses sur GitHub notamment, mais c'était pas fait pour avoir des contributions, etc. C'était vraiment juste pour stocker mon code, finalement. Et depuis peu, on a essayé de monter un repo et prêt à la contribution, dont on parlera un peu. Et avec les événements Oktoberfest et les événements que tu as proposés les années précédentes à Zenica, j'ai pu euh, comprendre l'open source et aujourd'hui contribuer à d'autres projets. Voilà. Top, ouais, effectivement, on va parler de tous ces événements. Et toi, Guillaume, en termes d'années d'expérience? Et moi, ça fait, je pense, une petite dizaine d'années. L'idée, à la base, moi, c'était pas forcément de partager mon code, mais de contribuer sur des projets pour apprendre et travailler avec d'autres personnes. Donc, l'idée, c'était de voir des nouveaux langages, de voir nouvelles façons de faire. Donc, j'ai tenté de contribuer sur des assez gros projets. Pendant le Covid, j'ai mis un pied dans Quarkus et donc j'ai pas mal contribué sur Quarkus. Aujourd'hui, je suis mainteneur de quelques librairies qui sont associées au Quarkiverse, un écosystème à côté de Quarkus. Et j'ai un petit peu moins de temps, donc pour le coup, un peu moins actif qu'il y a 2-3 ans sur le sujet. Ça marche, merci. Et du coup, on parle d'Hacktoberfest. Alors, peut-être que certaines personnes qui vont nous écouter ne le connaissent pas forcément, ou pas bien en tout cas. Est-ce qu'on peut faire une petite intro de l'Hacktoberfest? En quoi ça consiste? Ouais, bah, si vous voulez, moi je peux y aller. Donc l'idée, c'est il y a quelques années, c'est Digital Ocean qui est un fournisseur de cloud américain, si je dis pas de bêtises, qui a lancé cette initiative. L'idée, c'était sur un mois, le mois d'octobre, promouvoir l'open source. Donc à la base, c'était assez simple. En fait, ils mettent à dispo un petit site sur lequel on se log soit avec son compte GitHub, soit avec son compte GitLab. Et ça va venir référencer toutes les contributions qu'on va faire. Donc c'est
uniquement, et on en reparle après sur les différents types de contributions, mais uniquement les contributions de type pull request. Il faut produire quelque chose, alors que ce soit de la doc ou du code, mais il faut une pull request. Que cette pull request soit mergée, et après, on a 5 pull requests qui sont mergés, on a réussi entre guillemets notre Oktoberfest. Historiquement, on avait un t-shirt. Il y a eu soucis parce que beaucoup de gens du coup se disaient qu'ils allaient faire plein de pull requests pour avoir un t-shirt gratuitement. Donc je sais qu'ils l'ont arrêté. Jean-Philippe me disait que cette année ils l'ont remis. Côté Ouais, ils l'ont remis cadeau. cette année en fait. Ouais, ils l'ont remis cette année en fait. On l'a vu qu'il y avait, je sais plus, un certain nombre de t-shirts à gagner et même lors de l'ouverture de l'Oktoberfest, j'ai vu hier sur une com Instagram, je crois qu'ils allaient faire un concours pour aussi en gagner. Voilà. Mais comme tu dis, ça a été quand même pas mal problématique. Je sais pas si c'est ce que vous avez réussi un jour à en avoir un. Des t-shirts, moi je sais que j'en ai plusieurs années, mais c'était pas le but. Mais il y a eu beaucoup de spam, entre guillemets. Qui a déjà eu des projets qui étaient, que vous mainteniez, où vous avez vu des spams? Pour expliquer un peu ce que c'est une problématique de l'Oktoberfest. Jean-Philippe, je crois qu'on travaillait sur un projet qui s'appelle Skills au sein de Zenica, sur l'orga d'ailleurs Zenica Open Source. Bon, c'était pas vraiment des spams, mais on sentait vraiment que à l'arrivée du mois d'octobre et de l'Oktoberfest, qu'il y avait des gens qui arrivaient plus facilement sur le repo, qui étaient assez motivés pour prendre des issues et travailler dessus. Donc après, derrière, ça marche plus ou moins en fonction des projets, mais c'est vrai qu'on ressent une plus grosse activité sur certains projets pendant le mois d'octobre. Ouais, je crois que, alors je sais plus si c'est DigitalOcean, ils avaient sorti des statistiques justement en termes de contributions, et c'est vrai que c'était incroyable le nombre de contributions qui arrivaient au mois d'octobre. Donc forcément, dans l'eau, il y avait des spams ou des expériences qui n'étaient pas forcément très, très appréciables. Et vous, alors peut-être que ça, on peut en reparler après, mais vous, l'Oktoberfest, est-ce que vous avez déjà participé et depuis combien de temps, Benjamin, par exemple, Kali? Alors, moi, non. Pas de souci. Non, en fait, on a eu sur les projets open source Maïf, on a mis quelquefois les tags Oktoberfest là, sur les années passées, mais sans forcément que ça attire des masses de contrib. Et moi, j'avoue que je suis un peu comme Guillaume. C'est vrai que j'ai pas forcément trop le temps maintenant de m'investir beaucoup dans les contributions open source. Donc, quand je le fais, c'est pas forcément en octobre. Donc, j'ai pas spécialement de retour là-dessus. Théophile, toi, niveau Oktoberfest, tu l'as découvert quand tu étais chez Zenica, c'est ça? C'est ça, avec les événements qui ont été préparés pour le mois d'octobre. Donc j'ai découvert l'événement. J'ai aussi découvert la contribution finalement à ce moment-là. C'était sympa de chercher des projets. Après, j'ai pas forcément trouvé les projets où il y avait des tags Oktoberfest, mais ça m'a motivé à en faire des contributions et puis à continuer par la suite. Et j'ai pas eu les t-shirts, mais je crois que j'ai planté un arbre. Effectivement, parce que du coup, l'objectif, c'était d'atteindre 4 contributions et pour avoir soit un t-shirt, soit planter un arbre, effectivement, pour la planète, c'était mieux. Et alors là, tu t'as parlé du tag Oktoberfest. Est-ce que, justement, quelqu'un peut expliquer un peu ce tag et justement, en termes de personnes qui voudraient contribuer sur des projets, en quoi ce tag, il est utile? Ce tag, il permet de filtrer les PR ou les issues qui peuvent exister sur les projets. Et ça permet de trouver là où, justement, on cherche de la contribution. Pour éviter de faire de la contribution qui n'est pas attendue. Au moins, ici, on sait qu'il y a des contributeurs et contributrices qui souhaitent justement cette contribution et qui auront le temps de nous répondre et nous accompagner. Yes, carrément. Je crois que le tag, en plus, il peut être mis sur soit directement les projets. Alors, on ne l'a peut-être pas dit, mais on parle de contribution open source, mais ça marche GitHub ou GitLab. Le tag, les deux entreprises sont partenaires DigitalOcean. Et le tag peut être soit mis directement sur le projet ou sur certaines
issue ou PR, si jamais les mainteneurs du projet veulent un peu centrer ses besoins, on va dire, en termes de contribution. Benjamin Cavy, tu voulais rajouter quelque chose sur le choix du projet, par exemple, sur comment choisir Ouais, un bah, projet? après, c'est un peu comme tout. Moi, je trouve toujours ça plus agréable de contribuer sur des projets qu'on utilise, pour du coup voir vraiment les fruits de sa contribution directement. Et non, bah après, moi, on a parlé un peu du spam juste avant, mais je pense que c'est aussi un truc dont faut se méfier. Je sais qu'il y a eu pas mal de dérives les années passées, pour l'avoir vu, pour avoir eu pas mal de maintainers se plaindre sur Twitter, où justement, alors je sais pas si c'est l'attrait du t-shirt, si les gens ont absolument besoin de nouveaux vêtements ou quoi, mais il y avait beaucoup de contributions qui étaient des reformulations un peu triviales de la doc, des suppressions de sauts de ligne qui n'étaient pas forcément nécessaires, Mm. ou des trucs qui étaient vraiment complètement anecdotiques. Après, j'ai pas trop suivi s'il y a eu une modification des règles pour éviter ça cette année, mais bon, en tout cas, c'est un type de contribution qui est quand même plutôt à éviter d'une manière générale. Améliorer la doc, c'est cool, mais vraiment juste essayer de farmer les contributions pour avoir le t-shirt, c'est pas forcément l'idée du truc, quoi. Avec moi, c'était du cloud, c'était par défaut. Tous les projets étaient éligibles sur GitHub et GitLab. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu maintenant obligatoire et limitant le fait que le projet ajoute de façon volontaire ce tag pour dire OK, j'autorise les contributions. Ce qui fait que tous les projets qui, entre guillemets, veulent pas se faire spammer ou veulent le faire de façon plus fine sur certaines issues ou autres, en fait, ils ont aussi beaucoup moins de spam. Et puis derrière, on peut ajouter un tag de spam et il y a aussi un délai d'acceptation de l'APR pendant lequel les mainteneurs des projets peuvent commenter ou annuler l'APR. Effectivement, tu parlais de l'espace. J'ai vu des projets où la même personne rajoute un espace, supprimer l'espace, ajoute un souligne, enfin, en fait, au bout d'un moment, au bout de 10 PR, dans ce sens-là, ok, on peut spammer, on peut mettre un spam sur les PR. Je crois qu'à partir de l'année dernière, au bout de 3 spams sur concernant une personne, elle était sortie du concours, enfin du challenge plutôt ça. Et parce que ouais, sinon ça devient un enfer. Et en termes d'organisation pro-perso, comment comment vous organisez justement pour faire ce challenge Oktoberfest pendant tout le mois d'octobre? Moi, j'essaye un peu, pour le mois d'octobre en l'occurrence. Je sais que j'ai quelques projets en tête que j'utilise. Moi, je me dis que c'est aussi l'occasion de reprendre un peu les issues, de voir ce qui est en train les améliorations proposées, etc. Pourquoi pas y répondre, apporter un peu de détails. Et au niveau de l'orga, j'essaye le soir souvent, quand j'ai un peu de temps, de passer dessus, voir s'il y a une issue qui pourrait m'intéresser et puis essayer de travailler dessus. Et comme Benjamin du coup disait, c'est l'occasion d'améliorer les projets qu'on utilise soi-même. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. Déjà, on connaît un peu l'utilisation, potentiellement la stack qu'il y a derrière, donc c'est plus facile aussi de rentrer dans le code et de proposer des PR dessus. Et souvent, pour avoir le contexte, du coup, chez Nickel, on avait regardé pour utiliser Izanami. Justement, on avait eu justement sur le temps pro, le fait d'utiliser un outil, au lieu, moi j'aime bien dire ça, mais au lieu de dire, bah tiens, l'outil, et je parle pas des ennemis, l'outil marche pas, je change d'outil, en fait, se dire, bah non, l'outil il est là, peut-être qu'il est perfectible, peut-être qu'il répond à des besoins que le mainteneur n'avait pas. Et dans ce cas-là, c'est bien d'aller proposer, juste le fait de créer l'issue pour proposer quelque chose ou essayer de corriger la doc qui est pas bonne ou un lien qui marche pas, etc. En fait, pour moi, c'est des contributions qu'on peut faire sur le temps pro. Et sur d'autres projets, je trouve ça intéressant et pertinent de le faire. Et c'est là aussi où le mois d'octobre, avec l'Oktoberfest, permet de donner une culture de l'open source à tout le monde, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment sympa, en tout cas pour mon point de vue. Ouais, c'est vrai que même sur le temps pro, je vais peut-être moins proposer de features, mais je sais que quand j'utilise un projet plus open source et que je vois une petite issue qui pourrait être créée, je le fais directement. Même au niveau de la doc, quand je suis en train de lire quelque chose, si je vois qu'il y a une correction qui peut être faite rapidement, moi j'essaye, ça prend pas forcément longtemps de créer la PR associée.
Et parfois, justement, quand tu parles de documentation ou de créer rapidement une issue, il y a certains projets qui ont quand même un process de contribution qui est assez, alors je vais pas dire lourd, mais assez dense, qui peut prendre beaucoup de temps. Et en fait, quand on veut contribuer, en fait, ce qui est bien, c'est toujours d'intégrer la communauté. Et Guillaume, tu parlais de Quarkus. La communauté open source côté Quarkus est quand même assez incroyable, je trouve. Tu peux nous en dire un peu quelques mots Ouais. sur comment il fonctionne, etc. En fait, c'est vrai que côté Quarkus, donc c'est un projet qui est historiquement qui a été créé par une équipe composée uniquement de gens de Red Hat. Ils l'ont open sourcé et l'idée c'est que ces personnes-là, elles sont toujours présentes sur le projet. Elles vont toujours gérer une partie ou une sous-partie du projet, ce qui fait que dès qu'il y a une nouvelle issue, dès qu'il y a un nouveau contributeur qui se dit j'aimerais contribuer ou proposer un correctif pour telle problématique, mais il y a très souvent en fait quelqu'un qui a déjà travaillé sur cette partie de code, qui va venir nous dire ok, il n'y a pas de souci, tu peux regarder dans tel fichier, qui va venir donner des indices en fait. Globalement, ils pourraient clairement faire le fixe en pas longtemps, mais ils vont préférer laisser les nouveaux contributeurs les prendre pour justement se mettre le pied à l'étrier, comprendre toute la logique et comment est-ce que fonctionne le projet, comment est-ce que les contributions fonctionnent. L'objectif, c'est pas juste que les gens contribuent une fois et puis ne reviennent jamais, mais au contraire qu'en fait, une fois qu'ils ont réussi à faire une première contribution, entre guillemets, le plus dur est fait. Et l'idée, c'est qu'ils continuent et qu'ils puissent investir dans la communauté. Donc, c'est une vraie culture de se dire, ok, je mets à dispo des issues qui sont simples. J'aide des gens aussi. Donc, il y a toute la partie issue GitHub. Historiquement, il y avait tout un chat sur lequel on pouvait accéder et parler avec les gens qui étaient contributeurs. Je crois qu'ils ont migré sur GitHub Discussion pour avoir certaines discussions qui soient publiques et qui soient tracées, pour aussi comprendre certains choix qui ne sont pas forcément ni dans la doc, ni dans le code. Et c'est vrai que c'est assez important. Et ça, j'étais sur Zulip. J'avais découvert cet outil justement. Et dans l'open source, souvent, d'autant plus pendant l'Oktoberfest, on a quand même pas mal de frustration. Enfin, on peut avoir de la frustration en tant que contributeur. Est-ce que Théophile, justement, tu peux nous en parler de cette frustration qu'on pourrait avoir? Ouais, alors si je suis contributeur, pardon. Côté contributeur, on propose des PR, des issues. Il n'y a pas forcément de réponse instantanée tout de suite. C'est vrai pendant l'Oktoberfest, et en plus on est un peu pressé pour réussir le challenge, mais c'est vrai tout le long de l'année. Et je pense que faut avoir de la patience et surtout ne pas insister et devenir agressif vis-à-vis des contributeurs qui font souvent ça sur leur temps perso ou ont des deadlines quand c'est côté pro, j'imagine. Donc voilà, il faut savoir que notre contribution ne sera pas forcément acceptée et avec peut-être un peu de temps. Yes, parce que souvent, comme tu as dit, comme on a déjà dit, souvent c'est du bénévolat, c'est du temps perso qu'on prend. Et quand on se réveille et qu'on voit plein de PR ou de messages de contributeurs ou contributrices qui, pendant la nuit, parce qu'ils sont sur des fuseaux horaires différents, se sont à dire réponds-moi, est-ce que je peux prendre l'issue, est-ce que je peux faire ceci, et que nous, tout simplement, on dort, forcément, il faut attendre une journée, ça arrive. Et justement, ça, ce mode de fonctionnement, est-ce que ça vous a aidé ou, pris un peu l'open source d'un point de vue différent par rapport à ce que vous imaginez quand vous dites tiens, je vais faire une contribution. Par exemple, le fuseau horaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est vrai que les premières fois où j'ai pu contribuer, en plus, surtout les premières fois, on a tendance à vouloir voir sa PR merger pour voir sa contribution arriver dans le projet. Donc j'avais pas mal de temps d'attente. Forcément, comme disait Théophile, les gens sont potentiellement occupés dans leur vie pro. Il y a aussi les fuseaux horaires. Et puis quand je suis passé un peu de l'autre côté en tant que maintainer de certains projets où je voyais pas mal d'issues arriver où il fallait que je réponde, j'ai vu aussi l'autre côté où il y avait pas mal de charge de travail. On n'a pas forcément toujours le temps de répondre dans la journée ou dans la semaine. Donc, et puis les fuseaux horaires, en effet, à gérer aussi.
Donc en plus des hackathons, ça c'est un des moyens pour arriver dans des communautés, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que Benjamin Bourgeois, tu peux nous dire comment, par exemple, tu t'es déjà intégré dans des communautés open source? Ouais, donc moi j'ai essayé notamment pendant l'Oktoberfest l'année dernière. Il y avait un projet sur lequel je contribuais pas mal, qui s'appelle Open Food Facts. Je sais que j'étais pas mal actif dessus et par moment sur certaines issues, j'avais aussi besoin de plus de renseignements, plus de détails et aussi j'avais envie de parler avec les autres gens avec qui je pouvais travailler dessus. J'ai vu justement que dans le README, je crois, il y avait un Slack. Bah, je suis rentré dedans et puis bah, j'ai rejoint les bons channels, j'ai commencé à parler. J'ai retrouvé les gens avec qui je travaillais sur le GitHub justement. Et puis je leur ai envoyé un message, bah, déjà pour... il suffit de se présenter et puis après la discussion se fait assez naturellement. On peut parler de ce sur quoi on est en train de travailler, les idées qu'on aurait aussi. Donc, et puis au fur et à mesure, je pense que ouais, ça se fait naturellement. On commence à intégrer, à répondre aux messages un peu tous les jours. Et bah, ça donne aussi un peu de motivation pour continuer à travailler dessus. Et côté Discord, c'est vrai que beaucoup de communautés sont sur Discord. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi parce qu'on se retrouve avec plein Hmm. de groupes Discord. Euh, Benjamin Cavi, comment vous faites pour animer justement la communauté autour des produits de Maïf? Ouais, bah alors c'est un des gros sujets qu'on essaye de travailler parce que c'est vrai qu'au niveau communauté, alors on en a une qui est petite mais qu'on aimerait bien essayer de faire grossir un petit peu. Et effectivement, nous on a créé un Discord et ça marche plutôt pas mal dans le sens où je trouve que les gens sont quand même moins intimidés de demander des trucs sur Discord plutôt que d'ouvrir une issue sur le repo directement. Alors je sais pas trop, je pense que c'est le côté un peu de chat qui donne ce truc-là. On a peut-être moins peur de poser une question pas pertinente ou un truc du genre. Et du coup, je trouve qu'effectivement, bah, ça permet vraiment d'engager les discussions beaucoup plus facilement sur certains points. Donc je pense que c'est un bon truc à avoir, alors que ce soit Discord ou un autre outil, hein, mais un bon truc à mettre en place en plus de la structure sous GitHub, GitLab ou autre. Sur GitHub, il y a l'espace discussion. Vous avez essayé? Alors on a essayé à une époque, mais on trouvait que ça marchait quand même moins bien qu'un truc style Discord. Alors je sais pas trop. Alors après c'était il y a quelques années, hein, ça a peut-être évolué depuis, mais en tout cas maintenant c'est vrai qu'on essaye aussi de pas avoir 38 channels différents parce que c'est vrai qu'après c'est un peu dur de tout suivre. Et puis c'est toujours un peu frustrant quand on pose une question à un endroit qu'on nous répond pas. Bah, ça rejoint un peu la partie frustration de tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie principalement de se focus sur les issues et sur le Discord. C'était le fait d'avoir un outil un peu sur GitHub, tout est public et ça a plein d'avantages, mais pour le coup, les gens ont peut-être un petit peu moins osé poser des questions, entrer dans des discussions, alors que sur effectivement un Discord, un Slack ou autre, même si tout le monde peut le rejoindre parce que ça reste quelque chose qui est communautaire, il y a quand même un caractère un petit peu plus privé ou sur une question avec des trucs tout simple, bah, c'est moins, enfin, ça fait peut-être un petit peu moins peur. C'est vrai que souvent, on parlait d'issue tout à l'heure, le fait de créer une issue sur des projets, ça fait peur. Parce qu'en fait, il faut vraiment se poser pour écrire l'issue. Mm. Alors que dans Discord, on peut avoir le réflexe de dire tiens, j'ai un problème, je vais aller dire coucou. Et puis en fait, le fait de l'écrire, on se dit ah non, en fait, c'est pas un problème. Enfin, ce genre de comportement, on pouvait l'avoir sur d'autres plateformes. Mais l'effet Discord, je trouve qu'il est assez incroyable. Et d'ailleurs, là, je sais pas si vous êtes sur le Discord de l'Oktoberfest. Alors au début, il y en avait un dédié, maintenant c'est le Discord de Digital Ocean. Mais souvent, c'est ça, il y a plein de gens qui posent des questions à droite à gauche, et quand tu t'absentes 2 heures, bah, tu te retrouves avec 100 messages à lire, et tu c'est compliqué, faut faire le tri. En termes de contribution, donc on en a parlé un petit peu. Est-ce que justement vous avez contribué à autre chose que de la documentation, du code, pardon. Je spoil, Benjamin. Ouais, voilà, exactement, t'as spoil. Donc, moi, j'ai commencé par la documentation, je crois. Donc, ouais, c'est en fait, j'ai- sur certaines docs, j'avais des choses que je trouvais pas forcément complètes. Et bah, c'est vrai que j'ai commencé par là, je suis allé rajouter deux, trois éléments que je trouvais utiles. Et, euh, et puis après, bah, j'ai fait le tour je suis allé répondre à certaines issues, parce qu'en effet, il n'y a pas forcément que du code. Rien que le fait de venir répondre à des issues, apporter des éléments de solution ou même des détails sur certains problèmes, bah, ça fait partie des contributions. Donc, en effet, il y a plein d'autres choses que du code pur pour contribuer et animer un repo open Ouais. source.
Ouais, même si on a l'impression que c'est rien des fois, mais ne serait-ce que corriger une faute d'orthographe dans la doc ou un truc du genre, c'est déjà une amélioration du produit, quoi. Puis en tant que maintainer, c'est vrai que c'est toujours gratifiant de recevoir ça parce que on voit que des gens lisent ce qu'on a écrit déjà, ce qui est toujours intéressant. Et puis en plus, enfin, tout ce qui amène le produit vers le haut, même un petit peu, c'est déjà cool. Et je trouve un autre truc de contribution qui est assez sous-estimé, et alors c'est peut-être un peu dommage que ce soit pas récompensé dans le cadre de l'Oktoberfest, c'est le fait de voir des issues pour signaler des bugs. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment un truc hyper important. Autant contribuer au code et tout, ça peut être un peu intimidant. Autant juste voir une issue en disant, bah voilà, j'ai ce comportement-là qui semble pas normal, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout. Bah nous, en tant que maintainer, c'est un truc qui est vachement précieux parce qu'on peut pas forcément tester tous les cas d'usage de nos produits dans tous les contextes et tout, et ça nous aide vachement. Et moi, il y a rien qui me fait plus câbler que quelqu'un qui me dit qu'il y a un truc qui marchait pas sur mon produit depuis 6 mois, qu'il était au courant, mais qu'il a pas ouvert d'issue, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours un truc assez cool et qui je trouve est pas forcément assez gratifiant dans la tête des gens, quoi. Un autre type de contribution, c'est la traduction. L'année dernière, j'ai pu contribuer à TopGrade, donc un outil que j'utilisais. J'avais vu qu'ils avaient fait une mise à jour. Je suis allé voir. Ils ont mis en place l'internationalisation. Et du coup, ça a été l'occasion de faire la traduction pour le français. Et depuis, je suis un peu cette traduction et je me suis rendu compte que c'est pas simple du tout. Traduire des outils tech en français. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions avec les mainteneurs justement sur la bonne traduction à avoir. C'était intéressant. Moi, je l'ai fait pour Storybook. Je voulais tester l'outil et en fait, là, je sais pas pourquoi, j'ai vu une issue, ils avaient besoin de traducteurs en français. Je dis, allez, je m'y colle. Et du coup, c'était marrant parce que ça m'a permis clairement de prendre l'outil en fait. Parce que, en fait, comme tu dis, certaines traductions tech n'étaient pas forcément intuitives en français. Est-ce que des mots qu'on a l'habitude d'utiliser en anglais, on les met en français qui n'ont aucun sens ou qui vont perdre tout le monde? En fait, ça amène des discussions assez intéressantes. Et c'est vrai que j'en ai passé du temps sur cette traduction, alors que bon, pourtant je suis plutôt un javaïste de base, mais en tout cas, ça m'a permis très intéressant comme expérience, en tout cas, cette traduction. Et aussi des tests est-ce que vous avez déjà contribué sur d'écrire des tests? Je sais que Mattermost, ils adorent mettre en avant les personnes qui font ça. Euh, je sais que l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, ils affichaient le taux de la répartition des contributions en fonction des types. Si c'était la documentation, des tests ou du code. Et en fait, pendant le mois d'octobre, le nombre de tests, c'était incroyable. Et en fait, derrière, l'outil, il marche mieux quoi, avec toutes ces batteries de tests. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et c'est vrai que c'est un bon point. Si jamais il n'y a pas d'issue, enfin vous ne trouvez pas d'issue ou des issues qui sont trop complètes ou déjà assignées, juste rajouter un test, c'est vrai que ça fait aussi toujours plaisir quand on est mainteneur de voir des tests qui arrivent d'un point de vue contribution. Souvent, c'est pas non plus hyper complexe, parce que, alors, enfin, s'il y a déjà des tests, c'est pas hyper complexe. Et ça permet de mettre aussi un premier pied dans le projet pour voir comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut tester. Donc, c'est aussi un bon point d'entrée si jamais vous ne trouvez pas d'issue pour le coup. Et justement, donc on parle de contribution pour résoudre des problèmes, pour améliorer des choses, mais personnellement, pour vous, c'est quoi les avantages justement à contribuer sur de l'open source? Benjamin, pour vous. Ouais, donc comme je commençais à le dire juste avant, il y a déjà le fait de voir potentiellement des outils qu'on utilise au jour le jour évoluer. Et après, personnellement, moi je l'utilise pas mal aussi pour le fait de changer un peu de contexte de mon travail pro, un peu de chaque jour, où je vais essayer de travailler peut-être sur d'autres stacks techniques, essayer de monter un peu en compétence sur d'autres contextes. Et ça, je trouve que le faire à travers d'autres projets en dehors du pro, ça marche beaucoup. À travers aussi les reviews finalement, parce que on peut apprendre beaucoup. Soit en proposant une paire, on va avoir le regard d'autres maintainers sur le code qu'on a écrit, donc potentiellement pour améliorer son code, et puis aussi voir, nous, en tant que contributeurs, les autres pull requests qui peuvent être proposés, comment une autre personne a imaginé l'implémentation d'une certaine feature ou d'autres choses. Je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue technique pour évoluer. Ouais.
Moi, je rejoins pas mal Benjamin sur les avantages de contribuer. Et j'insisterai sur le fait d'apprendre et de sortir de sa zone de confort. Euh, on peut faire de la data et aller contribuer pour des applis iOS ou découvrir comment fonctionne Astro et le front-end. Et c'est remarquable là-dessus. Et puis, quelqu'un parlait de bien commun. Je crois que c'est toi, Benjamin Cavy, qui avait... Ouais, bah c'est peut-être une vision un peu hippie du truc, mais enfin je trouve que quand on contribue à un projet open source, on a aussi un peu l'impression de faire avancer un espèce de tout quoi, en venant enrichir des trucs qui sont gratuits et puis disponibles pour tout le monde quoi. Je trouve ça ça a aussi un côté assez valorisant. Ou de dire, ah bah tiens, regarde le bug que tu avais trouvé la semaine dernière, qu'un collègue avait trouvé, de dire, bah tiens, maintenant c'est résolu. Mm. Voilà. Merci. Ah, effectivement, ouais, c'est intéressant. Et côté entreprise, alors du coup, Benjamin, Kavi, avec la Mail, vous avez quand même pas mal de projets open source. Je me rappelle des stands que vous aviez au Devox. Je suis sûr que ça doit attirer du monde aussi. Ouais, bah ouais. Enfin, en fait, ça a plusieurs intérêts pour nous. Bon, effectivement, faut pas se cacher, le principal intérêt d'un point de vue entreprise, c'est quand même la com. Bah parce que mine de rien, ça donne quand même un certain côté cool d'avoir des produits open source. Et bah du coup, des gens qui connaissent pas forcément la Maïf en dehors de leur contrat d'assurance auto ou habitation, bah ça les amène à se dire ah bah oui, c'est vrai que bah là-bas ils font aussi de la tech, ils ont l'air de faire des trucs cool et tout. Et bah on n'a pas vraiment de stats sur quelle quantité de talent ça a attiré et tout, mais on voit régulièrement des gens en entretien qui nous disent bah oui, c'est vrai que moi j'ai entendu parler de la Maïf en premier grâce à des coms autour de ces outils-là. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant pour nous bah, parce que ça permet bah, voilà, d'être connu dans un secteur qui est pas forcément le nôtre de base, qui est celui de la tech, et puis voilà, d'attirer un peu des gens, d'attirer un peu des gens là-dessus. Et après, ça a d'autres attraits, bah, notamment, bah, c'est tout bête, mais même d'un point de vue sécurité, détection de bugs et tout, bah, le fait de mettre en open source, on nous remonte des choses qu'on n'aurait pas forcément trouvées ou qu'on trouve pas forcément par nous-mêmes. Et le dernier truc qui je trouve est un peu sous-estimé au niveau de l'open source d'entreprise, c'est que ça force à pas mettre trop de spécifiques dedans, quoi. Alors, je prends l'exemple de notre API Gateway qui s'appelle Autoroshi, où en gros, avant d'avoir ça, on avait des API Gateway spécifiques en interne à la Maïf, qui étaient basés sur la stack Netflix, je crois. Et en gros, bah, dans le code de ces trucs-là, on avait quand même du code qui était ultra spécifique en mode, bah cette API, on sait qu'elle a un comportement particulier, donc quand on l'appelle, on fait ça et tout machin. Et c'était quand même un peu cracra. Et le fait d'avoir des produits open source, ça force aussi à avoir une certaine rigueur là-dessus en se disant, bah non, enfin ça c'est open source. Et ça nous empêche de mettre trop de trucs qui seraient spécifiques Maïf et qui intéressent finalement personne d'autre dedans, quoi. Ouais, carrément. Je trouve ça intéressant et c'est vrai que ça donne une vision aussi de ce qu'est la tech, parce qu'on n'imagine pas que à Maïf, il y a des projets open source. Et souvent, il y avait des gens qui connaissaient les projets, dont j'entendais parler, et derrière, tu te dis, tiens, c'est la Maïf qui est derrière, intéressant, puis tu te renseignes. Donc, clairement. Et puis en plus, le design des projets, ils sont très, très cool. Et ça attire l'œil aussi, clairement. Enfin, Ouais, je me rappelle carrément. Ouais. du symbole, alors je sais plus quel projet c'était, mais la bâche énorme sur le stand, tu vois. Ouais. Je trouvais ça top. On parle de contribution depuis tout à l'heure, là, mais maintenant on peut peut-être parler aussi, passer de l'autre côté en tant qu'organisateur. On en a parlé un petit peu de certains items, mais Guillaume, tu peux peut-être nous parler un peu du rôle des mainteneurs ou des core committers qu'on peut trouver sur certains projets? Ouais, tout à fait. Bah là, l'idée, ça va être de passer, comme tu dis, de l'autre côté. Donc, une fois que tout le monde une fois qu'on a notre projet et qu'on aimerait que la communauté grossisse ou qu'il y a déjà une communauté existante, bah, il faut faire vivre le projet. Donc là, souvent, ça, en tant que mainteneur, on va peut-être être amené à faire un petit peu moins de code, un peu plus de revues, un peu plus de gestion administrative, entre guillemets, de gérer les issues. Est-ce que c'est une vraie issue? Est-ce que l'issue, elle contient suffisamment d'infos pour qu'on puisse la reproduire, pour qu'on puisse voir si c'est une vraie issue ou pas, correctement les classer. Et ça, c'est c'est très important même pour un projet open source parce que bah, au plus il est actif et au plus c'est simple de dire j'aimerais bien bosser sur une issue. Et quand je prends une issue, bah, je sais comment construire le projet, je sais comment reproduire l'issue, je sais comment contribuer, je sais que je vais avoir des retours de revue. Bah, ça met souvent aussi, ça amène plus de facilité pour les contributeurs et ça donne envie de continuer en fait parce qu'on sait qu'on va avoir un retour. C'est pas juste on va laisser une issue et puis peut-être que dans 2 ans quelqu'un va nous dire tiens je veux bien que tu prennes cette issue. Donc ce rôle il est clé. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la frustration, ça reste
très souvent du bénévolat. Donc, c'est des gens qui, pour le coup, avant faisaient du code, potentiellement vont faire beaucoup moins de code et beaucoup plus de revues. Donc, il faut aussi être bien et garder ça en tête que les gens n'ont pas forcément toujours le temps de revoir votre code, mais ça reste un point qui souvent, selon les projets, font que on va avoir plutôt tendance à contribuer sur un projet parce qu'il y a ces mainteneurs qui sont très réactifs et très sympas, ou au contraire, en fait, on n'y va pas trop parce qu'on sait qu'on n'aura jamais de retour, donc on va un petit peu délaisser ces autres projets. Et en tant que mainteneur dans des entreprises, du coup, Benjamin, quand ils animent, j'imagine que vous avez une roadmap bien définie. S'il y a des personnes qui viennent amener des features et qui sont justement en dehors de votre roadmap, Ouais. j'imagine que vous avez peut-être des manières de entre guillemets se protéger ou de justement comment dire, de garder votre roadmap que vous avez en tête sur place, quoi. Ouais, bah effectivement. Alors après, nous, on a une roadmap qui est assez peu définie à l'avance, hein. C'est-à-dire que bon, en gros, on essaye d'en définir une dans l'année, mais c'est très variable. Et après, bah oui, c'est vrai que c'est toujours un peu, ça peut être parfois un peu compliqué quand on voit des issues qui demandent des trucs que non seulement on n'avait pas spécialement prévu dans la roadmap, mais qu'on voit pas trop rajouter dans l'outil. Du coup, de dire, bah en fait, ça serait intéressant sans doute, mais nous, c'est pas vers là qu'on veut amener le projet, avec l'idée derrière que en fait, ces features-là, après, il va falloir les maintenir, les faire évoluer et tout. Et autant, bah, des fois, c'est super pertinent et on se dit, bah, ok, trop bien, on la met, même si nous, on s'en sert pas, ça nous semble un bon truc à rajouter. Et autant, des fois, faut aussi réussir à dire non sur ces trucs-là, quoi. Et après, il y a aussi d'autres manières de gérer ça. Alors, je reviens par exemple à l'exemple d'Otoroshi, où on a en fait tout un système de plugins dans le produit, bah, où typiquement, des fois, on a des demandes d'evol et on dit, bah alors, nous, on souhaite pas l'intégrer dans le cœur de l'outil, mais par contre, via le système de plugins et tout, bah, c'est possible que finalement, chacun maintienne ses propres trucs à côté, et puis bah, de moduler le produit pour les différents besoins. Et justement, en termes de préparation de projet, Benjamin Théophile, vous avez écrit un projet, alors je ne sais plus quand c'est, mais c'est très récemment. Est-ce que, justement, vous avez fait quoi pour préparer votre projet? Est-ce que déjà, ce que Guillaume a dit, vous avez à peu près fait ça ou... Ouais, on a eu plusieurs phases parce que avant, c'était un projet, du coup, j'étais tout seul dessus. Et franchement, pas facile de contribuer, pas facile de l'utiliser si on n'est pas sur mon poste. Donc la première étape, ça a été vraiment reprendre ce projet et le rendre contribuable, pardon, plus facilement. Et c'est comme ça qu'on est parti dessus avec Benjamin. Et ensuite, une fois qu'on avait repris un peu l'existant, on a créé la doc, créé les guides de contribution. On a essayé de prévoir une sorte de roadmap euh, pour aider à ce qu'on comprenne la vision de vers là où on veut aller. Et du coup, on a créé plein d'issues. Maintenant, c'est pas facile d'associer les good first issues parce qu'on n'est pas hyper fin pour l'instant. Mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, créer des issues, c'est contribuer. Donc, on attend aussi ici les contributions. Mais c'est vrai que nous, d'un point de vue intérieur, du coup, ça peut nous paraître une good first issue. D'un point de vue extérieur, quand on n'a pas forcément le contexte, ça peut être plus compliqué. Et c'est justement un point qu'on est en train d'essayer de régler, c'est que on a une problématique technique actuellement et en fait, on a eu beaucoup de discussions hors GitHub, hors ligne, sur lesquelles on a bien avancé sur ce problème. Et ça, justement, si quelqu'un veut venir contribuer à cet issue en cours, mais il n'a pas eu toutes ces discussions qu'on a pu avoir en face-to-face. Et on trouvait aussi que le fait de retranscrire tout ce qu'on s'est dit dans une issue, ça peut être compliqué. Donc là, on est parti plus sur le fait d'initier un blog pour un peu sous format d'article, retranscrire tout ce qu'on s'est dit et que ça pourrait servir soit sur la personne qui arrive sur le repo pour avoir un peu plus de contexte, ou soit même plus tard pour d'autres projets, on peut voir les réflexions qu'on a eues sur cette même problématique. Et on peut enchaîner, c'est vrai que sur la partie au-delà de faire des good first issues, enfin de labelliser en fait les issues pour dire que ça c'est des issues sur lesquelles c'est bien pour les premiers contributeurs. Donc souvent on retrouve le label
good first issue, soit c'est des issues sur lesquelles les mainteneurs ont clairement pas travaillé. C'est un petit peu ce que tu disais, Benjamin, typiquement une fonctionnalité sur laquelle on va pas passer de temps. Souvent, on retrouve le L pointed pour dire ok, si quelqu'un veut le contribuer, contribuez-le, mais nous, entre guillemets, on va pas le faire. Et ce qu'on retrouve aussi souvent à la racine des projets, il y a le fichier README qui est plutôt sur comment est-ce qu'on utilise le projet. Et il y a aussi souvent un fichier contributing.md qui est un petit peu ok, je veux contribuer, comment est-ce que je fais pour récupérer le projet, déclarer peut-être une issue, déclarer une merge request, est-ce qu'il faut remettre le numéro de l'issue dedans, est-ce qu'il faut lancer certaines commandes pour valider que tout ou partie des tests passe, parce que selon les projets, des fois on a des très gros projets qui vont prendre énormément de temps à compiler et on va pas forcément pouvoir le faire sur notre poste. Donc dans ce fichier, on va retrouver aussi toutes les infos qui vont permettre de facilement compiler, créer le projet pour éviter que ce soit un projet qui marche que sur le poste du mainteneur. Et une autre façon de préparer les projets justement à recevoir des contributions, c'est aussi guider les contributeurs et contributrices dans les issues. Je sais que certains projets, ils se disent, tiens, quand on crée une issue, on va prendre des templates de bugs, templates de suggestions de features. Est-ce que, Benjamin, côté Mail, vous avez ce genre de choses? Alors pas tellement. Ça c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à s'astreindre. Typiquement, quand on voit une issue qui est facile et toute petite, j'avoue qu'on a plutôt le réflexe pas forcément très sain de se dire bon allez, je prends 10 minutes, je la fais, je la ferme, et plutôt que de se dire on va la mettre en good first issue pour essayer d'attirer des gens. Et ça, je pense effectivement, c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille pour attirer la communauté de faire ce truc-là. Et après, les templates, alors ça dépend des produits. On a une certaine disparité là-dessus. Sur les Anami, par exemple, on n'en a pas tellement. On a d'autres produits où il y en a parce qu'on veut un truc un peu plus structuré, au moins avoir un truc reproductible ou quelque chose comme ça, quoi. Sur les templates, de notre côté, avec Benjamin, on a réfléchi aussi, notamment pour les issues, et on s'est dit que c'était un peu prématuré aujourd'hui pour le projet, il n'a pas encore de contributeur externe, donc ça faisait vraiment très pro sur les issues et ça peut perdre aussi les premières contributions. Par contre, on a mis un template pour les pull requests. Comme ça, elles sont toutes formatées de la même manière. On a repris le template de Pix, qui est open source aussi. Et c'est un template vraiment simple. Ça m'est arrivé d'arriver sur des projets où justement le template, il faut cocher plein de cases et tout. Et des fois, c'est un peu confusant, je trouve, pour rentrer dessus. C'est vrai. Et justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour faire connaître son projet, c'est aussi compliqué. J'ai déjà vu des projets qui étaient vraiment top, mais en fait, il n'y avait pas il y a pas une communication efficace en fait. Et derrière, le projet, il est tombé un peu aux oubliettes. Vous, sur votre projet, par exemple, vous avez prévu de quoi de faire comme com ou comme visibilité sur votre projet? Tu t'en es occupé pour nous. Merci. Sinon, autour de nous, en parler. On avait prévu aussi d'en parler pendant une conférence interne, donc ce qu'on appelle la Technosaure au sein de Zenica. Et ensuite, du bouche à oreille, et puis on verra où ça nous amène. Peut-être sur d'autres conférences externes, on verra si les sujets peuvent être intéressants. Et le blog aussi. Le blog, ouais. Si un jour il sort. C'est vrai. Effectivement, s'il sort pas pour avoir de visu dessus. Il y a la PR, Ah, ok. Top. Benjamin, tu avais une réaction là-dessus? Ouais, nous, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose aussi parce qu'on a pas mal de projets open source à la Maïf. Alors dans l'équipe où je travaille, mais on a aussi pas mal de produits orientés IA, data. Comme ça, on aura parlé d'IA dans le podcast, on est à la pointe. Je sais que pour certains de ces projets-là, il y a eu des publications sur Reddit qui avaient été faites. Et je sais qu'il y a des trucs genre Reddit, Hacker News et tout qui peuvent aussi permettre d'avoir une meilleure visibilité. Et je crois que le projet dont on avait parlé sur Reddit, qui était Chapache, c'est un projet qui finalement a pas mal percé. Alors après, avec les avantages et les inconvénients que ça a, c'est-à-dire que si je me rappelle bien, à l'époque, en fait, sur Reddit, la minorité silencieuse trouve ça très bien, mais il y a toujours des gens qui s'expriment en disant oh là là, votre truc, c'est juste un wrapper autour de machin, ou ce genre de. Enfin, faut pas non plus se laisser atteindre par ce genre de truc, mais ça avait plutôt bien marché. Et après, en autre stratégie qu'on a pour faire connaître nos projets, il y a aussi des organisations, des espèces de fondations dont on peut se rapprocher.
Alors, je sais qu'il y a une structure en France qui existe qui s'appelle le TOSIT, avec laquelle nous on est pas mal en cheville côté Maïf. Et c'est en fait une structure de soutien à l'open source qui vise à promouvoir un peu les produits open source qui sont développés. Et du coup, via ce truc-là, nous, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de parler de nos produits open source à pas mal d'autres entreprises et tout françaises, ce qui a mené pas mal de fois à des adoptions ou des contributions sur ces produits-là. Et puis c'est pareil, là en ce moment, je crois qu'il y a un programme qui est lancé par l'INRIA qui s'appelle P16. Peut-être qu'on dit P16, je suis pas sûr, je vous avoue. Et où en fait, qui vise un peu à favoriser l'écosystème tech français autour des produits d'IA. Mais je crois qu'on a un ou deux projets Maïf justement qui ont été pris dans ce truc-là. Puis c'est pareil, ça permet d'avoir d'une part des moyens et puis d'autre part d'avoir une promotion via ces trucs-là, quoi. Ok, j'étais en train d'essayer de rechercher en direct, je connaissais pas du tout les noms que tu venais de donner, c'est vrai que c'est intéressant. Mais j'essaie de trouver les liens, et puis si tu les as, je suis preneur Ouais, aussi, parce que ça marche. je les ai pas trouvés rapidement. Ok, et du coup, par rapport à ce que tu disais, et même par rapport aussi à ce que Benjamin et Théophile disaient, en termes de mainteneur de projet, effectivement, on peut avoir aussi de l'essoufflement. On essaie de faire connaître son projet, le projet, il prend pas pour diverses raisons. Derrière, les personnes vont aussi se mettre en retrait. Ou comme on disait en introduction, la séparation vie pro-perso tourne vers maintenir le projet sur la vie perso. Et on peut avoir des personnes qui s'essoufflent, tout simplement. Est-ce que vous avez des conseils justement pour avoir des projets qui durent dans le temps ou pour éviter justement cet aspect de fatigue? Du coup, c'est vrai que je dirais que c'est pas mal de cloisonnement en fait. Le projet open source, faut savoir aussi pourquoi est-ce que vous le faites, qu'est-ce que vous maintenez, est-ce que c'est utilisé par beaucoup de monde ou pas. Faut pas hésiter, et c'est vrai qu'on l'a vu nous, sur un projet qu'on maintient, à intégrer d'autres corps mainteneurs, dans le sens où ça peut être un projet sur lequel vous êtes tout seul au début et il commence à y avoir pas mal d'activités. Typiquement, souvent on parle de méritocratie, il y a cette évaluation un peu de dire j'ai quelqu'un qui contribue beaucoup, qui comprend la philosophie du projet, en fait, je peux aussi lui faire plus de choses. Donc, souvent, c'est une récompense pour la personne, parce qu'elle a la possibilité de merger des pull requests, d'assigner des issues. Et ça peut nous soulager. Et après, c'est vrai que cloisonner, de se dire que ça reste un projet open source sur lequel c'est pas non plus grave si les gens attendent un petit peu avant d'avoir un merge de pull request ou un retour. C'est toujours à garder en tête. J'ai vu des projets, et je crois qu'à l'agence Zenica, il y a quelqu'un qui a eu ça. C'est tout simplement un mainteneur de projet qui s'essoufflait, en fait, et il a clairement annoncé en disant qui veut reprendre le projet. Et c'est là où les personnes qui, justement, contribuent peuvent basculer maintenant pour justement essayer de donner un élan. Et je trouve ça bien, en fait, de pouvoir le dire stop, j'ai besoin d'aide. Je trouve ça bien, de manière générale. Et je pense qu'on a fait quand même le tour du sujet en termes de contributeurs, de mainteneurs, en termes de contribution au sein des entreprises. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou tout simplement un conseil pour justement donner envie aux personnes qui nous écoutent de foncer sur l'open source et de contribuer à des projets? Benjamin Cavy, par exemple, conseil. Pardon, je t'ai coupé. Non, du coup, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, il n'y a pas de petite contribution quoi, dans l'open source, et du coup, juste ouvrir des issues, corriger des fautes dans la doc, signaler des trucs manquants et tout, c'est déjà énorme. Et ça permet d'être un peu comme un assistant pour les personnes qui maintiennent le projet open source, et vraiment d'aider à le tirer vers le haut, quoi. Mais faut pas se laisser intimider par l'idée que la contribution c'est forcément du code et tout. Il y a plein d'autres manières de contribuer et qu'aide tout autant, voire plus. Super, merci. Benjamin? Ouais, moi je vais dire de profiter justement de l'Oktoberfest pour peut-être commencer à mettre un pied dedans, voir comment ça fonctionne au niveau même des contributions, peut-être commencer à s'intégrer à certaines communautés. Et puis pas hésiter, on le disait peut-être un petit peu au début, mais aller voir les repos des outils qu'on peut utiliser s'ils sont open source. Il y aura peut-être sûrement des choses à faire dessus. Donc ouais, pas hésiter à profiter de ce mois d'Oktoberfest pour voir comment ça fonctionne. Yes, Théophile?
Ouais, carrément. S'amuser, hein, s'éclater, aller contribuer sur des projets qu'on utilise, qu'on aime, où on a déjà des idées parfois de fonctionnalités ou de résolution de bugs. Et en fait, ça ira tout seul si c'est un truc qu'on aime déjà et par lequel on est déjà convaincu. Après, tous les projets n'ont pas le même niveau de maturité, donc faut être curieux et curieuse, et puis trouver le sien. Carrément. Guillaume? Bah ouais, ça je rejoins un peu tout ce qui a été dit et faites-le aussi pour. Alors, faut pas faire de l'open source pour faire de l'open source, mais faites-le pour que ça vous serve, soit parce que c'est un projet que vous utilisez, comme vous disiez avant, et ça va vous aider au quotidien, soit pour en profiter pour apprendre à apprendre un nouveau langage, apprendre un nouveau pattern, apprendre une nouvelle architecture et autres, mais que ça vous serve, c'est vraiment ça le plus important, je pense. Yes, et souvent dans l'Octoberfest, on parle de t-shirts. Si on a fait un certain nombre de PR, mais il faut quand même privilégier la qualité que la quantité. Et si jamais vous vouliez 2 issues, vous pouvez regrouper tout dans le même PR, il n'y a pas de souci. Et moi, je dirais, on n'a pas parlé d'IA, c'est vrai, mais moi j'aimerais bien dire que n'abusez pas trop de l'IA dans les contributions. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. J'ai un peu peur que des personnes arrivent en mode telle ou telle IA, refactor-moi le README et hop, une PR. Et ça peut être très intéressant de refactorer le README, clairement, mais il ne faut pas trop en abuser. Voilà, comme ça, on a reparlé une deuxième fois d'IA. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, bon courage pour l'Octoberfest, pour Benjamin Théophile, pour avoir votre projet qui soit visible, qui ait un nombre de stars incroyable, j'espère pour vous. Bon courage, Benjamin. Bon courage, Benjamin, côté pour la Maïf, pour continuer à améliorer l'outil qui est vraiment top. Je connais que Isabelle, Merci. il est vraiment top. Et puis, Guillaume, bon courage pour Quarkus, pour les livres que tu maintiens. Merci beaucoup. Merci à Ciao. Merci. Salut.